Très bien, je crois que nous sommes prêts à commencer. Certaines personnes vont se joindre durant la présentation, mais il est temps de commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Lise Brun, je suis agente de programme à l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, l'ABRC. Je suis heureuse de vous accueillir à ce panel sur les perspectives des établissements par rapport aux investissements en infrastructures ouvertes organisés par l'ABRC, le RCDR et Données de recherche Canada. J'aimerais reconnaître les terres traditionnelles autochtones non cédées sur lesquelles je travaille sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Mi'kmaq. Je reconnais que ce territoire est couvert par les traités de paix et d'amitié signé en 1726. Nous sommes des peuples sous-traités et nous avons une dette envers ces terres et les peuples autochtones qui croient profondément dans la protection de ces territoires. J'aimerais reconnaître que bon nombre des conférenciers et conférencières parlent de territoires traditionnels de différents peuples autochtones. Je vous invite à ajouter vos reconnaissances territoriales dans le chat. Veuillez noter que nous offrons de l'interprétation simultanée pour cette séance. Si vous voulez entendre les présentations dans la langue d'origine, vous n'avez qu'à laisser le système tel quel. Mais pour entendre l'interprétation, soit en anglais ou en français, veuillez utiliser la fonction d'interprétation au bas de votre écran et choisissez votre langue. Vous pouvez ensuite laisser le système d'interprétation tel quel. Je vais maintenant vous indiquer que nous allons garder les questions pour la fin. Nous avons quelques questions reçues d'avance pour nos panélistes. Pour commencer cette discussion fort intéressante, je vais présenter notre modératrice aujourd'hui, Talia Chung, qui est bibliothécaire universitaire et vice-provost des systèmes d'information à l'Université d'Ottawa. Elle est membre de l'ABRC et elle fait aussi partie du comité consultatif de Spark. Sans plus tarder, voici Talia. Bonjour tout le monde. Je vais animer le panel en anglais pour simplifier la vie des interprètes. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai l'honneur et le privilège de vivre et travailler à Ottawa, situé sur un territoire traditionnel des peuples Anishinaabe et Algonquin. J'aimerais prendre un instant pour exprimer ma reconnaissance envers les peuples autochtones qui nomment Ottawa leur domicile, ainsi que les communautés autochtones dans lesquelles se situent nos différents participants. Comme Lise l'a mentionné, nous avons une séance fort intéressante aujourd'hui. Nous allons avoir 4 conférenciers et conférencières que je vais présenter dans un instant. Nous avons fait en sorte de poser 5 questions, c'est-à-dire, pour lesquelles nous allons inviter les panélistes à offrir leurs commentaires et leurs réflexions. Je vais surveiller le temps à la fin de façon stricte afin de pouvoir prendre vos questions et vos commentaires. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes rassemblés comme groupe aujourd'hui. J'aimerais commencer mon introduction avec Curtis Brandy, qui est bibliothécaire universitaire associé pour les communications savantes de l'Université de l'État d'Iowa. Il est aussi co-président du groupe de travail sur les réinvestissements en bibliothèque universitaire du groupe Spark. Merci Curtis d'être ici. Je vais présenter aussi Stéphanie Gagnon, qui est chef de l'information aux bibliothèques de l'Université de Montréal. Avant d'entreprendre ce rôle, Stéphanie était chef des collections à l'UDM de 2013 à 2018, où elle a mené l'initiative importante du projet de la nouvelle ère pour les collections, pour adresser la transformation des publications savantes sur le plan national et international. Bienvenue, Stéphanie.
Ensuite, nous avons Rebecca Graham, qui est bibliothécaire universitaire à l'Université de Guelph. Rebecca occupe ses fonctions depuis 2012. Auparavant, elle a occupé d'autres fonctions de direction à l'Université Harvard, à l'Université Johns Hopkins et à l'Université d'Illinois. Enfin, nous avons Ben Hyman, qui est bibliothécaire universitaire de l'Université de l'île de Vancouver depuis 2017. Son travail au gouvernement dans le secteur à but non lucratif et dans les bibliothèques publiques, en plus de ses expériences actuelles en bibliothèque universitaire. Nous attendions John Cawthorn aussi, qui devait être parmi nous aujourd'hui. Malheureusement, certaines circonstances l'ont empêché de pouvoir participer à ce panel. Malheureusement, il ne pourra pas être parmi nous. Je vais surveiller la minuterie et je vais garder du temps à la fin pour les questions et commentaires. Nous allons commencer avec nos questions. Nous allons demander à nos panélistes de prendre une perspective assez générale de l'interprétation d'investissement en infrastructure ouverte, ce qui peut comprendre toutes sortes d'investissements, que ce soit pour des plateformes, des outils, des ententes, tout ce qui peut aider la communication ouverte des résultats de recherche. Vous pouvez aussi considérer les investissements dans les initiatives de contenu ouvert, comme les programmes de publication universitaire, la participation ouverte et les ententes sur la participation ouverte. Nous voulons des perspectives élargies sur la question. Vous pouvez parler des investissements internes et externes de vos établissements en soutien à l'infrastructure ouverte, que ce soit des investissements financiers, que ce soit des investissements en nature. Allons-y. Question 1. Comment votre établissement investit-il actuellement dans l'infrastructure ouverte? Quelles sont les actions principales pour transférer les investissements vers l'infrastructure ouverte? Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers que l'établissement essaie de réaliser? Je vais attendre de voir si quelqu'un souhaite commenter. Stéphanie, allez-y. L'Université de Montréal, nos grands objectifs en investissant dans des initiatives, infrastructures en libre accès sont évidemment démocratiser les résultats de la recherche, maximiser la visibilité de la recherche, de ce qui est publié à l'Université de Montréal, mais surtout de créer ou de trouver une alternative pérenne à la diffusion de la connaissance, une alternative à ce que les grands éditeurs proposent. Le virage vers de soutien vers des initiatives en libre accès a été initié il y a longtemps. Nous avons un dépôt institutionnel depuis 2005, mais notre opération Nouvelle Ère pour les collections a été un marqueur fort il y a 5 ans qui nous a permis de faire une analyse de nos périodiques et de voir qu'un diagnostic alarmant, là, à savoir seulement entre 10 et 30 des périodiques de nos grands ensembles étaient essentiels à notre communauté. Donc, on a établi des grands principes partant de là. On a renégocié l'ensemble de nos grands ensembles et on a dégagé évidemment des économies qui auront pu être investies ailleurs. Donc, dans des infrastructures, des programmes, dans des contenus, beaucoup dans des contenus. Tu as cité Knowledge Unlatched, entre autres, mais plusieurs contenus qui nous sont soumis par le biais du RCDR au fil des mois. Également, dans toutes sortes d'infrastructures visant à transformer l'édition savante, comme récemment PCI, qui est Peer Community In, qui est une initiative, un système de révision et de recommandation par les pairs dans des infrastructures comme OGS, par exemple, qu'on a implanté en 2019 et on soutient beaucoup Papyrus, pas Papyrus, mais Érudit, avec un consortium de 3 universités et Coalition Publica par le biais du RCDR. Donc, beaucoup de contenus de différentes matières, de différentes natures et
créé également, et je vais terminer, Talia, je dépasse sûrement le temps, mais non. Alors, et on a créé aux bibliothèques un comité mixte avec la recherche sur le libre accès qui a découlé sur une politique institutionnelle sur le libre accès qu'on a lancée, promue et mis en œuvre en janvier 2021, tout récemment. Donc, on est un acteur important là, dans la promotion du libre accès dans notre institution. Terrific. Merci, Stéphanie. Très bien, merci Stéphanie. Rebecca? Merci Talia. À l'Université de Guelph, nous cherchons à nous arrimer avec les priorités stratégiques universitaires et notre engagement est une stratégie centrale pour la bibliothèque. Nous le faisons pour la préparation des initiatives sur le campus ou des opportunités à la fois provinciales et nationales. À la bibliothèque, notre priorité stratégique est d'être le centre des initiatives ouvertes afin d'améliorer le partage des matériaux pédagogiques et les résultats de recherche. Nous avons augmenté nos investissements en soutien aux ressources éducatives libres, les REL. Nous avons du personnel qui ont contribué à des initiatives nationales, notamment Portage, qui est devenu NOIRN, ainsi que l'anticipation de la politique sur la gestion des données de recherche des trois organismes. Nous sommes bien positionnés pour cela. Nous enseignons les outils de données ouvertes. Nous avons du soutien à des plateformes comme PKP, comme dépôt institutionnel. Nous participons à des collaborations nationales aussi et j'y reviendrai plus tard. Donc, je ne vous donnerai pas tous les détails maintenant, mais en regardant notre soumission de statistiques pour l'ABRC en 2019-2020, nous investissions plus de 5 de notre budget d'ensemble dans l'infrastructure ouverte et autres infrastructures. C'est du soutien direct ainsi que le personnel que nous avons consacré à ce travail. Très bien, merci. C'était très instructif. Passons maintenant à Ben. Très bien, merci tout le monde. Un peu comme les autres intervenants, nous voulons faire un lien entre notre plan universitaire, même s'il n'y a pas une grande poussée vers le libre accès pour l'université d'ensemble, mais avant mon époque, l'université ici a contribué de façon active à des communautés, des projets formels et informels. Il y a quelques années, nous avons regardé une mesure holistique de tous nos investissements, à la fois financiers et en nature. Nous voyons un chiffre qui a passé de 5 à 10 par rapport à notre objectif général. C'est un objectif qui est mené par des questions pratiques. Nous voulons savoir comment une université spécialisée peut augmenter ses collections et son soutien à l'infrastructure de recherche numérique, la gestion des données de recherche dans un environnement de pénurie relative. Je ne sais pas tout à fait comment y parvenir à partir d'ici. ILS est ouvert, nous faisons partie des consortiums ouverts, nous utilisons Evergreen ainsi que notre dépôt institutionnel et je vais vous expliquer plus tard notre perspective par rapport à l'importance de l'ouverture des plateformes aussi bien que le contenu qui doit être ouvert. Merci, Ben, Curtis. Parfait. Je pense que je vais répéter un peu ce que les autres ont affirmé. Les bibliothèques encouragent et font la promotion du libre accès. À l'Université de l'État d'Iowa, nous sommes signataires de l'engagement 2020. Nous voulons faire des transitions, des subscriptions vers et des abonnements vers le libre accès. Nous avons de nouveaux principes de négociation de collection pour faire la promotion de l'ouverture, de la pérennité, de la transparence. Nous avons participé à toutes les négociations périodiques avec ces objectifs en tête et ces priorités. Nous reconnaissons différents modèles. Nous travaillons dans la communauté avec les presses universitaires
et autres éditeurs pour adopter des modèles ouverts et nous essayons de piloter ces modèles. Les bibliothèques affirment depuis longtemps que c'est ce qu'elles souhaitent. Les choses ont commencé à changer de façon importante au cours des 2, 3 ou dernières années. Nous avons des mandats de bailleurs de fonds, de groupes comme Plan S, mais nous sommes à un moment particulier pour l'ouverture. Je ne pense pas qu'il y a un moment plus enthousiasmant que de la défense des budgets pour l'ouverture en ce moment. Nous voyons enfin à quoi peut ressembler ce que nous souhaitons voir, ce qui nous donne des munitions. Nous voyons quand même le besoin d'investissements additionnels dans l'infrastructure ouverte parce que nous offrons ce qui est disponible et nous avons un budget d'abonnement à des revues de 5,5 millions de dollars, mais il n'y a pas 5,5 millions de dollars d'investissement en infrastructure ouverte. Donc, le travail que nous devons faire pour faire la transition de ces budgets pour soutenir l'infrastructure ouverte, il faut continuer de défendre notre approche. Et pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'Université de l'État d'Iowa, nous sommes uniques aux États-Unis. Nous avons dans notre déclaration de mission que nous devons créer du savoir et appliquer ce savoir, mais nous devons partager le savoir étant donné notre formule de financement. Et nous y tenons à cœur avec notre travail afin de faire une transition vers l'appui aux investissements en infrastructure ouverte au lieu d'avoir du contenu protégé par droit d'auteur. Merci beaucoup, Curtis, pour avoir donné de l'information contextuelle sur l'Université de l'État d'Iowa et les établissements de subvention. C'est intéressant de voir comment le contexte institutionnel joue un rôle central dans la façon dont nos bibliothèques universitaires répondent à cet enjeu plus général. Et les bibliothèques universitaires jouent un rôle important comme un point central sur le campus pour l'infrastructure ouverte et les investissements dans le libre accès. Poursuivons avec la deuxième question. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous utilisez les valeurs, les rubriques ou les données pour développer des priorités et orienter les décisions de votre établissement? Qui souhaite prendre la parole en premier? Stéphanie? Des périodiques, entre autres, où on a croisé des données de citation, des données d'utilisation, mais également la disponibilité de contenu en libre accès dans chacun des titres de périodiques. Donc, c'est à partir de l'ensemble de ces données croisées que nous allons en négociation et que nous avons établi une stratégie ou un grand principe du juste prix que l'on est prêt à payer quand nous allons en négociation avec les fournisseurs. Donc, ce principe, nous l'avons, nous l'avons fixé également dans des lignes directrices d'investissement dans les initiatives, dans les contenus en libre accès. Donc, on s'est créé littéralement des critères, des barèmes parce que l'offre, elle est foisonnante. Donc, nous utilisons cet élément-là. Et dans les questions, vous nous demandiez un peu de réfléchir comment on demande aux fournisseurs comment dire, comment on demande aux fournisseurs de respecter nos principes, au fond. Eh bien, ce que nous avons fait, alors je bifurque un peu, mais en implantant la politique sur le libre accès à l'Université de Montréal, entre autres, on a écrit à l'ensemble des grands éditeurs que notre communauté de chercheurs, désormais, serait assujettie à cette politique et donc, il y avait des balises qu'ils auraient à respecter et on invitait, au fond, les éditeurs à être à s'assurer au fond qu'il y avait une adéquation et que ça allait être la façon de procéder.
Dernier élément, on a lancé un programme de soutien de publication de monographies en libre accès avec des presses universitaires et on leur a demandé, parce qu'on parle de métriques et d'indicateurs, on leur a demandé de nous fournir des données sur l'impact que ce programme avait sur leur activité, sur la visibilité des publications en libre accès principalement, sur la diffusion, éventuellement sur les ventes. Donc, pour comprendre, mesurer et raffiner les programmes par la suite. Très Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait offrir des réflexions sur cette question? Curtis et ensuite Ben. Oui, parfait, merci. Nous avons une approche différente en ce qui a trait à ces investissements que ce que nous faisions auparavant. Nous essayons de nous départir du modèle d'abonnement aux revues. Nous avons une nouvelle approche avec la modélisation des données. Nous allons regarder ce qu'il faut savoir pour avoir des négociations. Négocier, j'ai parlé de nos valeurs dans nos négociations. Nous envoyons nos valeurs aux éditeurs avant les périodes de négociation. Et j'aimerais parler du travail de Spark. Spark a une communauté de pratique de négociation pour les revues et il y a le groupe de réinvestissement que je co-préside avec Catherine De Laurenti de Johns Hopkins. Nous pouvons avoir nos valeurs institutionnelles ou nos principes institutionnels, mais il y a des valeurs partagées dans la communauté. J'aime le travail du groupe de réinvestissement. C'est là où des groupes comme Spark et OA 2020 entrent en jeu et nos consortiums. Aux États-Unis, nous sommes très fragmentés. Nous ne faisons pas un bon travail à utiliser le pouvoir des consortiums. J'y reviendrai plus tard, mais en ce qui concerne le groupe de travail sur les réinvestissements menés par Spark, ce travail est nécessaire. Spark est ouvert aux commentaires des bibliothèques qui essaient de mettre de l'avant ces valeurs, de mettre en place des principes et essaient d'obtenir l'adhésion des intervenants. Nous voulons les commentaires du milieu pour informer le travail de ce groupe quant à ces enjeux importants. Merci, Curtis. Ben? Je vais devoir abréger mes commentaires, mais juste pour parler de rubriques et de notre approche récente à cause du travail des professeurs, nous avons créé un serment envers les utilisateurs, ce qui établit un fondement à notre travail. Par exemple, nous nous sommes engagés à se centrer sur les besoins et les volontés des utilisateurs. Et nous sommes engagés à que nos espaces et nos collections soient disponibles au plus grand nombre de personnes possible. Tout d'un coup, lorsqu'il est possible de choisir le libre accès avec des fonctionnalités semblables, que ce soit une plateforme ou le contenu, pour revenir au point de Curtis, lorsque c'est possible de sélectionner le libre accès, les autres options sont moins intéressantes, surtout dans un contexte de consolidation de marché. Très bien, merci Ben. S'il n'y a pas d'autre réponse à cette question, nous pouvons poursuivre avec la question suivante. Ce qui m'a surprise, c'est l'approche sur les rubriques et l'approche fondée sur les données, mais c'est souvent aussi fondé sur la valeur. Et de rassembler ces deux éléments en tant que milieu, nous allons pouvoir réaliser de plus grands objectifs. Nous allons passer maintenant à la question 3. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point nos investissements sont importants dans ce contexte d'infrastructure ouverte? Nous allons commencer peut-être par Rebecca cette fois-ci. Merci, Talia, d'avoir parlé des valeurs communes et partagées. Nous nous tournons vers celle-ci lorsque nous regardons notre mobilisation de
consortiums et les investissements. À l'Université de Guelph, c'est très important. Ça nous permet d'utiliser nos ressources de façon plus efficace. Nous sommes aussi en mesure d'améliorer l'élaboration au-delà de ce qu'on peut faire indépendamment. Ça représente des contributions à la pérennité. C'est très important à l'ère actuelle. Ces décisions et ces engagements dans l'infrastructure ouverte influencent les décisions que nous prenons pour avoir un bon retour sur notre investissement et aussi pour pérenniser des serments et des engagements que nous faisons. Ça nous permet d'utiliser notre capacité d'innover d'une façon encore plus rigoureuse. J'aimerais au moins mentionner la dernière ronde de négociation que le comité de contenu stratégie du RCDR a pris en notre nom, fondé sur les principes avec des ententes transformatives. Nous l'avons vu avec les grandes négociations au cours de la dernière année que nous avons pu livrer par rapport à ces éléments. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé à ces négociations. Merci beaucoup, Rebecca. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? Stéphanie? En français ou enfin certains éléments seulement. C'est évidemment un levier de négociation qui nous permet d'obtenir des marges de manœuvre, de diminuer les prix, c'est important, et d'établir des principes de négociation collectifs de façon très, très forte en étant plusieurs à les affirmer et les réitérer, donc en faveur du libre accès, évidemment. À l'Université de Montréal, il y a quelques années, on s'est un peu retiré de certaines négociations et justement, on s'est appuyé sur le juste prix, qu'on a le concept qu'on a développé et les choses évoluent et de plus en plus, nous joignons aux négociations qui tablent justement sur une progression en faveur du libre accès, la libération de contenu, des prix de plus en plus intéressants, mais surtout dans la sélection des ressources qui nous sont proposées, beaucoup d'initiatives qui nous permettent de collectivement là, soutenir ce qui serait plus difficile à faire tout seul. Là. Donc, soutenir différentes initiatives, autant des infrastructures, des services que des contenus. Donc, voilà. Merci, Stéphanie. Ben? Ben? Le rôle des investissements en consortium est très important, même crucial quand on songe à l'infrastructure. C'est très important, surtout avec l'évolution des services, surtout en tenant compte de la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche en tant qu'approche engagée de consortium et des milieux de pratique mobilisés. Ça va être important pour les valeurs à long terme, pour voir comment fonctionnent les consortiums quand je pense à des tendances dominantes et des indicateurs sains pour le milieu, les contributions actives à la documentation, des engagements vers le développement de code, le partage de personnel dévoué. Je pense que ça peut être des questions difficiles pour des consortiums universitaires qui ont des années d'expérience. Ce n'est pas l'ancienne façon de faire. Ce sont des considérations importantes pour la pérennité des choses, pour la santé des consortiums, mais aussi pour la santé des bibliothèques qui travaillent ensemble pour les communautés ouvertes et développer les moyens informels que nous pouvons employer pour collaborer. C'est très intéressant, merci Ben, pour parler de cette intervention axée sur l'avenir. Curtis? Oui, je pourrais réitérer un peu ce que les autres ont affirmé. Si nous voulons agir rapidement, si nous voulons faire évoluer nos services, si nous voulons offrir une contre-mesure aux intérêts commerciaux gigantesques qui opèrent dans ces espaces, les bibliothèques qui travaillent ensemble en consortium nous permettront de pouvoir avancer. Je ne veux pas nécessairement
rabaisser les consortiums aux États-Unis, mais nous avons du chemin à faire. Nous voulons réorienter les bibliothèques vers l'ouverture et l'investissement en infrastructures ouvertes, mais les consortiums aux États-Unis n'ont pas fait cette transition pour l'instant. Les consortiums aux États-Unis sont essentiellement des groupes d'achat. Ils ont beaucoup d'expérience pour acheter des abonnements et du contenu protégé. Par exemple, j'ai fait un calcul rapide avant de participer ici. J'ai été voir le site web de Lyrasis qui ont un programme ouvert. Et ce n'est pas pour les rabaisser. Lyrasis fait un très bon travail parmi tous les consortiums américains. Ils ne tiennent pas compte du CDL. Et Lyrasis a un programme ouvert et nous participons à tous les programmes ouverts. Si nous faisons l'investissement maximal, ça représente à peu près 100 000 $. C'est ce que nous pouvons investir par Lyrasis qui fait le meilleur travail aux États-Unis à cet égard. Nous dépensons plus d'argent là-dessus que sur Scopus. Ça vous indique qu'est-ce qu'il faut faire dans les consortiums afin que les universités puissent trouver les canaux pour ces investissements ouverts. C'est très important, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire afin de pouvoir encourager nos consortiums universitaires à mettre en branle les choses. C'est très intéressant, Curtis, merci. C'est presque une volonté de notre part d'être un peu plus ambitieux ensemble lorsque nous parlons de ce qui devrait être dans la portée de l'infrastructure ouverte et les investissements en infrastructure ouverte. Poursuivons avec la question 4. Pouvez-vous parler des changements que vos bibliothèques ont dû faire, le cas échéant, par rapport au fonctionnement interne pour augmenter les dépenses en infrastructure ouverte? Ça peut comprendre la restructuration du budget interne, la réévaluation de la structure organisationnelle dans la bibliothèque ou mettre en place des politiques qui sont soit dans l'ensemble des bibliothèques ou dans l'établissement. Stéphanie a parlé de la politique en libre accès adoptée par l'UDM. Peut-être que vous pouvez partager vos idées à cet égard. Qui aimerait commencer? Stéphanie? Oui, alors, effectivement, nous avons implanté la politique institutionnelle qui a fait en sorte que les bibliothèques mettent en œuvre les grands principes parce que chacun de nos chercheurs doivent déposer leurs nouvelles publications dans le dépôt institutionnel Papyrus. Alors, ça a représenté restructurer un peu notre modèle d'organisation du travail parce que ça voulait dire un accroissement, évidemment, des activités qui correspondait également à peu près au moment où on implantait Dataverse et OGS, donc beaucoup de nouvelles activités impliquant des équipes autour de nouvelles infrastructures ou de nouveaux grands principes à mettre en œuvre. Un des éléments intéressants qui a été mis en place chez nous, c'est un déplacement du centre des activités qui se faisait traditionnellement dans l'unité gérant les services à la recherche et à l'enseignement. Et désormais, la gestion de ces traitements des articles publiés en libre accès se fait du côté de l'équipe de catalogage, de traitement documentaire et de métadonnées. Ce sont les spécialistes des données après tout. Et eux, ils assument la première ligne de service, alors que les bibliothécaires disciplinaires assument la deuxième ligne. Donc, c'était une réorganisation intéressante qui misait sur des compétences plus spécifiques et le système fonctionne assez bien. Sinon, en termes d'investissement, je suis un peu timide d'avouer notre investissement en termes de libre accès. Vous avez donné de grands pourcentages tout à l'heure, mais de notre côté, pour ce qui est des collections, nous investissons 1% de notre budget d'acquisition, mais souhaitons le maximiser là, avec la cible du 2,5% dans la mesure de nos capacités. Voilà. C'est super. Merci, Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui aimeraient partager leurs idées? Peut-être que je peux intervenir. J'ai beaucoup réfléchi à ce que les bibliothèques
que doit faire avec les activités de collection. Nous avons déjà souligné les valeurs. Les valeurs reviennent à maintes reprises lorsque nous parlons d'1%, 2,5%, 5%, 17% des dépenses dans les collections, dans l'ouverture, alors qu'on affirme que l'ouverture, c'est notre valeur. Nous ne sommes pas assez ambitieux. Nous voulons un investissement à 100%, mais comment y parvenir? Est-ce que c'est une question d'avoir le bon personnel? Est-ce que nous devons transférer nos bibliothécaires universitaires dans le programme de collection? Ça se peut, ça dépend de votre bibliothèque universitaire, mais je pense qu'il faut articuler clairement ces valeurs, ensuite intégrer cet aspect dans votre travail quotidien dans les collections. Ce faisant, vous allez avoir de nouvelles lentilles pour avoir des opportunités pour certaines des grandes bibliothèques universitaires aux États-Unis. Ces budgets de collection sont très complexes. Ils sont répartis à, à plusieurs individus dans différentes disciplines et il faut quasiment faire une coalition pour rassembler les intérêts, mais nous avons ces réflexions dans nos groupes de collection, dans nos bibliothèques. Il faut définir les valeurs, adopter les valeurs et rappeler ces valeurs à chaque fois qu'il y a des négociations avec les éditeurs. Merci, Curtis. Ben? Les défis sont plus dans l'organisation plutôt que dans la bibliothèque. Seulement, il faut travailler avec les différents collègues de l'université, mais je ne veux pas nécessairement m'en prendre à ces collègues. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux perceptions dépassées sur l'ouverture et c'est encore un aspect qui donne un mauvais sentiment par rapport aux ressources en libre accès. Les ressources en libre accès font partie du libre accès, mais ce n'est pas tout dans le contexte des ressources ou des infrastructures ouvertes. Il faut élever nos voix dans l'établissement et demander à certains engagements. Nous avons été très explicites dans notre plan stratégique le plus récent. En fin de compte, nous revenons au même point de discussion. Nous devons expliquer que l'ouverture est une assurance contre un marché très volatile. Nous n'avons jamais eu un moment où il n'y avait pas de marché volatile. Ce sont des points qui vont demeurer pertinents. Si nous voyons la consolidation qui continue de s'accélérer, il faut avoir un contrepoids. Avec autant d'enthousiasme que nous faisons un travail contre les plateformes et les éditeurs commerciaux. Merci, Ben. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou réactions à cette question, nous pouvons bientôt passer à la prochaine question, mais j'aimerais mentionner le sentiment d'urgence dans l'ensemble de vos commentaires. Il faut encore faire du travail de plaidoyer, non seulement sur nos campus, mais dans nos bibliothèques universitaires aussi. Les commentaires de Ben nous aident à faire la transition vers la dernière question. C'est une question ouverte. Je vous invite à expliquer qu'est-ce qui pose le plus grand défi dans l'ensemble de ce travail. Commençons par Rebecca cette fois-ci. Merci, Talia. J'ai tendance à me concentrer sur les choses au pied de la lettre. Si vous n'êtes pas dans un campus universitaire, vous ne comprenez peut-être pas à quel point c'est important, mais comment entreprendre ce travail de façon efficace? Pour revenir à la première question, quels sont les objectifs et les actions primaires? Il faut s'arrimer avec les priorités stratégiques de l'université. Nous en avons 3 sur les 5 qui sont clés. Premièrement,
faire le lien entre les milieux et le partage de connaissances, catalyser le changement et protéger les ressources valables. Nous voulons voir comment nous pouvons mobiliser le campus autour de ces priorités et expliquer comment nous pouvons soit mener les travaux ou appuyer les travaux. La pandémie est un moment curieux. Quand j'ai pensé aux autres défis, le temps est un défi. Nous avons parlé de l'importance des ressources éducatives libres. Nous avons vu les difficultés avec les licences de manuels scolaires. Mais en même temps, les professeurs ont vu comment ils pouvaient adopter ces nouvelles techniques d'enseignement. J'ai parlé à des collègues qui appuient notre groupe de travail sur le contenu pédagogique ouvert. J'ai vu des signes encourageants en se tournant vers la nouvelle situation après la pandémie avec un plus grand intérêt dans les ressources éducatives libres, pas seulement les ressources éducatives libres traditionnelles, mais une nouvelle variété provenant de nos campus. Je trouve que c'est encourageant. Nous allons continuer de bâtir là-dessus, je crois. Merci, Tania. Merci, Rebecca. Stéphanie? Je pense que l'alignement avec la communauté est plutôt bon. On est dans des années d'implantation de la politique. Le temps va faire les choses. Il faut respecter le temps, l'adhésion, la compréhension. Mais et Nouvelle Ère pour les collections et maintenant la politique nous ont permis beaucoup d'échanger, de sensibiliser, de vraiment parler. Et on va faire une seconde consultation cette année. Donc, on va avoir le temps de ressemer ces graines, d'avoir à nouveau la discussion par rapport au libre accès. Les enjeux chez nous sont certainement de nature linguistique. Si on cherche des contenus de langue française, si on cherche à soutenir des initiatives de langue française, il y en a assez peu. Il y a ce fleuron qui est érudit, bien sûr, mais sinon, de militer en fonction de dire j'investis 1%, 2%, 5%, encore faut-il qu'il y ait une offre qui puisse répondre, une offre en libre accès qui puisse répondre et que l'on puisse soutenir. Donc ça, c'est un enjeu. Sinon, je dirais que la structure de l'offre en libre accès, elle est très, je l'ai dit plus tôt, elle est foisonnante, elle est très, elle est très, comment dire, la pérennité n'est pas totalement assurée. On a le sentiment d'être en gestion de risque tout le temps. On est dans des pilotes, on soutient des initiatives, on est très heureux de le faire, mais c'est certain qu'un gros Elsevier à côté, il a des assises incroyables et des fonds qui sont totalement distincts des petites initiatives. Alors, bon, il y a des garanties qui sont moins là, mais on accepte et on est bon joueur et on est très heureux, cela dit. Mais c'est un contexte de risque un petit peu plus. Sinon, en termes de communication, ben, je l'ai évoqué chez nous, l'adhésion de notre personnel aussi, elle est assez grande. Donc, quand on parle, et ils l'ont bien vu dans le contexte de la COVID, il a fallu rapidement donner des alternatives à ces collections imprimées qui n'étaient plus accessibles. Et nos bibliothécaires ont beaucoup cherché à trouver des alternatives en libre accès. Et on a des projets aussi à venir de travaux du côté des ressources éducatives libres, nous aussi. Donc, il y a une lente transformation. C'est la lenteur, là, mais nous allons y parvenir. Mais voici un peu nos défis. Merci Stéphanie. Curtis? Curtis? Oui, merci. Je vais commencer en vous affirmant que je suis un grand optimiste. Je crois que nous progressons bien et je vais maintenant vous présenter nos défis. Nous parlons du manque d'investissement en infrastructure verte. Si vous avez l'adhésion des bibliothécaires et du corps professoral, parfois on n'a tout simplement pas le budget. Il y a le défi des contrôles des coûts. Ce ne sera pas seulement un fardeau, ça va être impossible. Ainsi, nous devons avoir des modèles innovants, ouverts. Nous progressons, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. Je pense que l'avis des collègues dans certaines rhétoriques
que ça peut être un défi. On a l'impression qu'on travaille très fort, mais nous nous posons nos propres embûches. Nous pouvons améliorer nos discours. Nous avons un panel sur l'infrastructure ouverte, mais nous l'avons défini si généralement qu'on ne parle pas seulement d'infrastructure, on parle des investissements dans l'ensemble de ce qui est ouvert. Parfois, je me concentre sur l'infrastructure. Pour certaines personnes, c'est les plateformes, les technologies. Enfin, nous commençons à parler de choses concurrentielles. Enfin, je peux parler du défi de la culture d'évaluation de recherche qui peut définir les carrières nous essayons de travailler sur la réforme, la façon dont l'évaluation de recherche se fait. Mais pour nous, ça reste un défi. Donc, c'est un avenir un peu sombre, mais je demeure optimiste. Merci. Je comprends votre prédisposition optimiste, ce qui est nécessaire dans ce domaine, mais qu'il faut être réaliste par rapport aux défis. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires par rapport à cette question. Ben, allez-y. Ou je peux m'abstenir si vous manquez de temps. Mais tout comme les autres panélistes l'ont affirmé, je ne suis pas optimiste par rapport aux perspectives divergentes, mais il y a des choses qui m'encouragent. Puisqu'il y a ces divergences dans la culture universitaire à cause de la consolidation des marchés, il est possible d'établir des ponts en travaillant avec des vice-présidents de recherche, par exemple, avec des portefeuilles traditionnels de bibliothèques, afin de pouvoir dégager la cause partagée. Donc, la menace existentielle peut créer un peu de l'optimisme, même si ça peut sembler contradictoire. Merci beaucoup, Ben, d'avoir conclu avec la dernière question. J'ai entendu la fragilité par rapport aux investissements que nous faisons et la progression que nous avons fait comme milieu. Et nous avons encore un besoin pour l'alignement institutionnel. Je trouvais que c'était très intéressant le point que Curtis a soulevé par rapport à la façon dont nous parlons de l'infrastructure ouverte. Dans bien des cas, ces sphères d'activité vont supprimer les discussions que nous devrions avoir de façon plus mature. C'est quelque chose d'intéressant et je vais évidemment retenir cet aspect de notre discussion. Il nous reste au moins 10 minutes pour prendre les questions de l'auditoire. Je vais me tourner vers Lise. Je ne sais pas, Lise, si les questions vont être soumises par la zone conversée ou par la section questions-réponses. Nous avons déjà 3 questions dans la section questions-réponses. Très bien, nous pouvons y aller dans l'ordre de soumission. Nous avons Mika Van de Grift qui pose la question suivante. Si nous pouvons séparer les discussions sur les initiatives en libre accès par rapport aux infrastructures en libre accès, est-ce que nous pouvons regarder les documents scientifiques seulement sur le libre accès? Qui voudrait commencer? Curtis? Pour revenir au point sur lequel je viens de terminer, je pense que c'est une bonne question. Nous séparons les discussions. Nous regardons de l'investissement dans le libre accès, le contenu, ou de l'investissement en infrastructure verte qui serait la technologie de plateforme. Ce ne sont pas nécessairement des choses qui doivent venir du budget de collection de la bibliothèque. Nous avons eu une discussion sur le campus sur la réorientation des dépenses en abonnement pour appuyer les publications ouvertes. Si
La question ne porte pas du tout là-dessus. Il faudrait déterminer si c'est des dépenses pertinentes. Merci, Curtis. Est-ce qu'il y a d'autres pensées des autres panélistes? Autrement, nous pouvons passer à la question de Dana en passant à la question de Mika. Est-ce que vous pouvez nous dire comment nous pouvons planifier pour la protection de l'investissement en infrastructure ouverte sans porter atteinte à la sécurité de la stabilité en infrastructure ouverte. Je ne comprends pas tout à fait la question. Peut-être que Dana pourrait activer son micro pour nous donner des clarifications. Parfois, les connexions Internet ne nous permettent pas de faire. À cause des doutes et des différentes réponses menées par le marché. Est-ce que nous regardons toutes ces dimensions pour une communauté ouverte saine? D'un côté, nous avons le sentiment que nous devons séparer les collections ouvertes de l'infrastructure ouverte. Et d'un autre côté, il y a un besoin de rassembler ces choses et de le cadrer de façon holistique parce que les collections et les plateformes doivent coexister. Elles ne s'excluent pas de façon réciproque. En tant que petit établissement, ces cloisons n'existent pas. Le personnel travaille dans les collections et les systèmes à la fois. C'est plus difficile dans les plus grands établissements, mais pour ce qui est des petits établissements, la transition ne va pas se faire par la collection, ça va venir des autres dimensions au budget. Il serait préférable d'essayer d'être le plus général pour répondre aux besoins. Pour la question de sécurité et de pérennité, dans le contexte canadien, les universités canadiennes ne sont pas connues pour être fidèles aux plateformes ouvertes ou d'être fidèles avec une certaine adhésion à perpétuité. C'est un défi historique et je ne pense pas que ça va disparaître du jour au lendemain. Et je pense que la sécurisation aurait d'autres enjeux comme la confidentialité, la gestion des identifiants. Tous ces éléments qui sont menés par les marchés pour les infrastructures d'une certaine grandeur. J'espère que ça répond à la question. Merci, Ben. Rebecca? Pour poursuivre sur ce que Ben vient de dire, dans le contexte de bref, nous avons dû naviguer cette leçon au fil du temps. Alors que plus de parties de notre organisation ont entrepris ce travail. Ainsi, nous avons un comité qui travaille à la fois dans les collections et dans la recherche. Nous avons beaucoup de personnel dédié pour soutenir les activités ouvertes. Mais je pense que c'est aussi intégré dans les considérations du système. Quand nous regardons les systèmes pour notre groupe de collection, pour voir comment nous pouvons adopter des solutions ouvertes. Et même lorsque nous allons au niveau provincial, national, nous essayons de voir comment nous pouvons enchasser nos besoins dans les solutions qui sont développées ou déployées sur le plan provincial ou national. Ce n'est pas une question d'un ou l'autre, mais plutôt un et l'autre. Parfait. Merci, Rebecca. Je vais revenir à la liste de questions. Lenora Crema, question qui a été appuyée 3 fois. Beau travail tout le monde. Est-ce que vous pouvez partager des approches particulières ou des réussites que vous avez eues pour surmonter l'attrait des réputations des revues? Dora ne semble pas chercher à obtenir beaucoup d'appui dans les campus nord-américains en général. Est-ce que quelqu'un voudrait essayer de répondre à cette question?
Curtis? Nous avons pris des mesures. Je ne sais pas si on peut parler de réussite. À Dora, nous avons transféré ça dans différents groupes pour avoir des discussions sur en quoi consiste Dora. Nous sommes un des signataires de Dora. Nous sommes un des seuls bailleurs de fonds de Dora universitaire parce que nous trouvons que c'est un travail important. Vous pouvez parler à Anna Hatch, à Dora. Nous pouvons faire avancer ou augmenter l'appui parce que je pense que Dora est une des meilleures choses dans ce secteur. Nous avons notre VPR associé et nous avons tous les deux participé à une réunion de Dora l'année dernière. Malheureusement, nous avons été frappés par la pandémie et les partis à la retraite. Nous avons perdu un peu de notre élan. Il va falloir le reconstruire. Mais je pense que c'est difficile de diriger ça de la bibliothèque. Nous avons les chefs de département, il faut avoir les personnes de VPR qui aident là-dessus. Nous avons initié des conversations, par contre. Merci, Curtis. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que vous aimeriez partager? Il est maintenant 12h57. Je me tourne vers Lise pour voir si nous devons penser à conclure la séance. Est-ce qu'il y a des commentaires de clôture qu'il faut partager? Eh bien, je crois que nous pouvons penser à terminer bientôt. Nous avons évidemment couvert beaucoup de contenu. Nous devons remercier notre excellente modératrice et nos panélistes. J'aimerais remercier le RCDR et Spark pour la collaboration. J'espère que nous allons continuer d'avoir des discussions semblables. J'ai bien hâte d'en apprendre plus. Merci aussi pour vos questions. Eh bien, c'était bien d'être avec vous. Merci. Merci à tous les panélistes. Merci pour cette opportunité. Oui, merci.